Bonjour à tous, vous regardez Smart Job, votre rendez-vous emploi, RH et management sur Bismart. Aujourd'hui, on va parler feedback. La majorité des Français estiment qu'ils n'en reçoivent pas assez de leurs managers ou alors que les managers ne savent pas les faire. Raphaël Maisonnier, CEO de Fasterclass, va tout nous expliquer sur la manière de faire un bon feedback. Le président Emmanuel Macron, on va parler de ses feedbacks à lui en deuxième partie d'émission, puisque à 1 an de la fin de son mandat, on a eu des annonces sur une baisse du budget du ministère du Travail, ce qui fait suite à d'autres annonces de coups de rabot sur le CPF, sur l'apprentissage. On va se demander, dans le cercle des experts, si les ambitions présidentielles en termes d'emploi sont enterrées et à quoi ça pourrait ressembler après 2027, son héritage de sa politique pour le travail et notamment le plein emploi. Ce sera avec Véronique Reilsout, la présidente de Backbone Consulting, Emmanuel Barbara, avocate en droit social, et Patrice Huiban, le président de Nouvel Essor. Mais avant ça, on se met bien dans son job. On a tous déjà eu ce sentiment que notre N+1 ne nous calculait pas ou alors qu'il ne comprenait absolument rien à notre travail. C'est un problème de feedback et Raphaël Maisonnier est un spécialiste du sujet. Bonjour. Bonjour Nicolas. CEO de Fasterclass, auteur d'un livre, alors il y a quelques années, je crois, Feedback en action chez Duno, c'est ça? C'est ça. Alors non, il est en train de sortir là. Et vous le sortez quand? Le 1er avril. 1er avril. Donc, c'est un peu votre spécialité. Vous venez de sortir une étude et le chiffre clé, le premier chiffre qu'on retient, c'est que 91% des salariés estiment soit ne pas recevoir de feedback ou alors de mauvais feedback. Comment ça se fait? Nos managers français sont à côté de la plaque. Qu'est-ce qui peut expliquer une telle proportion de mauvais feedback? Alors déjà, c'est pas forcément vis-à-vis de leur manager, mais c'est vis-à-vis de tout le monde. Parce que tout le monde peut donner des feedbacks. On peut aussi avoir des feedbacks entre pairs, et même les managers peuvent recevoir des feedbacks de leurs salariés. Remontant. Voilà, des feedbacks, on va dire, j'aime bien dire ascendants. Mais en fait, donc les feedbacks, si on revient sur ce que c'est, souvent en fait c'est confondu avec d'autres choses. Et c'est ça le fond du problème. Feedback, c'est feed, nourrir, back, en retour. Donc en fait, c'est un retour d'information suite à une observation. Donc ça, c'est le back, avec l'intention de nourrir l'autre, donc de lui apprendre quelque chose. Et en fait, souvent, les feedbacks vont être confondus avec des compliments, des critiques ou des reproches. Des évaluations. Des évaluations, des ordres qu'on va déguiser en feedback. Voilà. Et tout ça va apporter une grande confusion qui va faire que parfois même les managers vont dire « bah si, moi je donne plein de feedback ». Et les collaborateurs vont dire « bah non, moi je me prends plein de critiques où on m'évalue, on me juge, on me donne des ordres, mais c'est pas du feedback ». Et donc, ça ressemblerait à quoi, le bon feedback? Qu'est-ce qu'on doit préparer en amont de le faire? Parce que j'imagine qu'il vaut mieux préparer avant de le faire. Alors, c'est bien d'être prêt. Après, c'est une mécanique qui vient de plus en plus avec l'habitude. C'est un peu comme une langue. On doit apprendre à la parler, la langue feedback. Un peu de la psycho aussi, non? Et un peu, oui, Dans un second temps. faut avoir un peu de sensibilité et de psychologie. Des méthodes ensuite pour faire du feedback, il y en a plein. Franchement, il y a ABC, SBI, Le problème n'est DESC, pas la méthode, donc OSBD. c'est plutôt le contenu du Voilà. feedback. Exactement. Moi, j'aime bien une méthode qui marche bien, je trouve, qui s'appelle la méthode STAR, comme situation, ST comme situation, A, action, R, résultat. Et donc, j'aime bien parce c'est en 3 phases, quoi. Donc, le rythme ternaire, on aime bien. Veni, Et ça Vidi, consiste en Vici. quoi, par exemple, si vous deviez me faire un feedback, là, vous pourriez me faire quoi? Je suis votre salarié, vous faites un retour sur une mission que je viens d'accomplir. C'est de dire, dans telle situation, donc par exemple, au cours de cette mission, tu as fait telle action, par exemple, tu as vachement bien introduit le sujet à ton client. Déjà. Voilà, il faut être le plus factuel possible. Et ensuite, ça a donné tel résultat positif. Donc, dans le cas d'un feedback positif. Dans telle situation, tu as fait telle action, ça a donné tel impact positif, tel résultat positif. Ou négatif. Ou négatif. Et donc, dans ce cas-là, la petite subtilité, c'est que vaut mieux le tourner au futur. En plus, et si tu veux faire mieux ou aller plus loin la prochaine fois que tu es dans cette situation, essaie de faire peut-être ça un peu différemment et tu auras encore un meilleur résultat. Ça veut dire que là, dans le feedback, en fait, dans ce qu'on devrait appeler un feedback, que parfois on appelle feedback à tort, il y a une intention, il doit y avoir une intention derrière, et ça c'est important, c'est que le manager, ou le salarié d'ailleurs, envers son manager, il doit faire son feedback dans un but précis. C'est définir un objectif, en fait, c'est ça? Le but, c'est vraiment d'apprendre quelque chose à l'autre, de le nourrir, de le faire grandir, on peut appeler ça un peu comme on veut. Mais si on n'apprend pas quelque chose à l'autre, c'est pas un feedback. Par exemple, si je vous dis Nicolas, elle est super votre émission, C'est gentil. c'est un compliment.
C'est C'est pas un feedback. Je vous dis pas en quoi c'était bien, qu'est-ce qui a fait que moi j'ai passé un super moment et que vous pouvez ensuite garder pour la prochaine émission et surtout vous appuyer là-dessus. Ça, c'est plus dur culturellement, notamment à faire pour le N-1. Parce que faire un feedback à son N+1 qui ne le veut peut-être pas forcément, ce feedback, ce retour, parce que cette notion de faire apprendre, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le salarié considère qu'il peut apprendre quelque chose à son manager, Tout à fait. mais il ne peut pas lui apprendre n'importe quoi, j'imagine, Ouais, sous peine d'avoir des problèmes relationnels. c'est vrai que quand on fait un feedback et qu'on n'a pas le pouvoir, il vaut mieux éviter qu'une conversation courageuse se transforme en conversation suicidaire. Maintenant, avec le feedback, ce qui est important, c'est le message et pas le messager. Donc c'est contrairement à l'ordre qui est l'apanage des managers et de la hiérarchie. Donc l'ordre impose et donc je vais que avoir le lien de manager. subordination. Voilà. Le feedback, il propose. Et le feedback, tout le monde peut apprendre quelque chose. Et en fait, c'est très responsabilisant. C'est-à-dire qu'il y a une grande liberté. Mais ça veut aussi dire, en tant que salarié, je ne peux pas me plaindre de comment mon manager se comporte avec moi, de comment il me manage, si je n'ai jamais fait le feedback que j'ai besoin d'un management différent. Donc, tant que je n'ai pas fait le feedback, je suis co-responsable du fait que ça n'ait pas changé. Ça veut dire, par exemple, que le salarié, c'est très sain qu'il dise à son manager, je préfère travailler de telle manière, je préfère être au calme, je préfère être parfois en télétravail, je préfère parfois être en groupe et discuter en réunion avant d'agir. En fait, plus chacun, je pense, travaille différemment, n'a pas les mêmes fonctionnements. Mais donc, c'est le salarié qui apprend en fait à dire ce dont il a besoin. C'est ça le feedback Tout à fait. ascendant. Tout à fait. De dire ce qui ne marche pas ou ce qu'on pourrait faire différemment, ça c'est un peu mieux tourné, ce qu'on pourrait faire différemment, et aussi ce qui marche bien. Quand quelque chose a été bien fait, on fait très très peu de feedback positif. On a du mal. On a vraiment du mal. Ah ouais. Et déjà, les compliments, on n'en fait pas beaucoup. Mais un compliment, ça fait plaisir. Un feedback positif, ça fait grandir. On sait vraiment ce sur quoi s'appuyer pour la suite. Raphaël Maisonnier, merci beaucoup. Donc, je le rappelle, Feedback en action, le livre à sortir le 1er avril, c'est pas une blague, chez Duno, CEO de Fasterclass. Et donc, on parlait du feedback. N'oubliez pas, peut-être que votre collègue de travail, il a aussi un petit cœur qui bat et c'est bien donc de lui faire des feedbacks positifs aussi, pas toujours négatifs. On va parler de feedback ou même on va faire de la prospective sur la dernière année sur de politique emploi sous Emmanuel Macron, puisqu'on va finir une décennie, 10 ans de politique pour l'emploi sous Emmanuel Macron. Mais est-ce que le bilan va être reluisant et surtout, quel va en être l'héritage? C'est le sujet du cercle des experts après le jingle. Annonce de baisse de budget du ministère du Travail, coup de rabot sur le CPF ou l'apprentissage, ou encore des annonces de nouvelles négociations sur les contrats courts. La dernière année du mandat d'Emmanuel Macron s'annonce sous des auspices un peu compliqués. On peut se demander d'ailleurs s'il va pouvoir, avec ses équipes, faire grand-chose sur le sujet du travail. Et surtout, on peut se demander, dans un an, quel bilan on fera de 10 années passées à la tête de l'État sur ces sujets où il avait promis notamment du plein emploi, il avait promis plus de dynamisme. On va en parler avec mes invités. Véronique Reilsoud, bonjour. Bonjour. Présidente de Backbone et spécialiste de la mesure d'opinion en ligne. Voilà. Ça va nous aider, je pense, aujourd'hui, parce qu'on est sur un sujet où il y a beaucoup de subjectivité. Patrice Huiban, président de Nouvel Essor Français, merci d'être là. Et Emmanuelle Barbara, avocate en droit social, 3 habitués de l'émission. Je vais commencer avec vous, Emmanuel, parce que on a eu ces annonces, qui n'étaient pas une surprise, baisse du budget du ministère du Travail, qui n'est pas le seul ministère impacté, à 1 an de la fin du second mandat d'Emmanuel Macron. Comment faut percevoir ça comme un petit peu un début de clap de fin, un petit peu comme le déstockage avant la fermeture du magasin? C'est que là, il va plus se passer grand-chose en termes de politique emploi, en tout cas jusqu'au présidentiel. Disons que la situation présente n'est rien moins que la traduction de ce qui avait donné lieu à plusieurs tentatives budgétaires successives, qui d'ailleurs étaient encore plus saignantes, si je puis dire, que l'on sait que de manière générale, s'agissant du budget, la partie, on va dire, sociale, pour prendre large, est la plus conséquente et celle qui se trouvait dans une forme de progression géométrique pour d'autres raisons simplement que les éléments que vous citez. Donc il est probable que cette disette adossée à des idées et des intuitions qui étaient bonnes,
constitue, j'allais dire, la preuve de manque de manœuvre, enfin de marge de manœuvre à la disposition de l'État. Et donc, le système devient plus sobre et se traduit forcément par des coupes budgétaires dans des secteurs qui sont très sensibles. Il s'agit, vous l'avez rappelé rapidement, mais quand même l'apprentissage qui était un sujet d'enorgueillissement il y a quelque temps sur la politique de remise au travail et de la jeunesse. Le CPF, on a pu en parler. La rupture conventionnelle en passant. Et les futures autres négociations, notamment sur le CDD. Donc tout ça montre qu'on est rentré dans quelque chose de plus sobre. Comment vous la voyez, vous, cette dernière année, jusqu'à la présidentielle 2027 ? On est face à une majorité, si on peut encore appeler ça une majorité présidentielle, qui en fait pourra plus du tout faire ce qu'elle avait l'intention de faire il y a encore 4 ans, ou même 10 ans, si on prend l'histoire du tout début. C'est que là, en fait, pendant 1 an, il ne peut plus rien se passer, ou alors c'est du côté des partenaires sociaux éventuellement qu'il peut y avoir des choses. Sur la dynamique de négociation, éventuellement même paritaire, mais au sein des entreprises aussi, il peut se passer des choses. Et donc là, forcément, notamment sur les discussions autour des CDD actuellement. Absolument, mais ça, il s'agit donc de négociations paritaires interprofessionnelles. Mais il y a aussi la dynamique tout court des entreprises qui pourraient être aussi, comment dirais-je, utiliser le droit qu'elles ont de bâtir leurs droits avec leurs partenaires sociaux. Ouais. Ou en accord d'entreprise tout court. Ça, c'est important. Et puis, plus généralement, s'agissant de l'État et de mon secteur, si je puis dire, on l'attend sur une grande loi future sur la transparence des salaires tirés de la directive. Voilà les travaux qui sont à l'œuvre dans les mois qui viennent. Ce sera le jour du signe, c'est ça. Donc en juin, enfin plutôt fin d'année d'ailleurs. C'est fin d'année maintenant. Voilà. Oui, donc voilà, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre et on doit faire déjà ce qu'on a dit qu'on ferait. Donc... Patrice Huyghe, quand on regarde tout ce qui se dit, tous les gens qui s'expriment sur la politique gouvernementale en matière d'emploi, on a l'impression qu'il n'y a plus beaucoup de monde, à part dans le camp présidentiel, pour dire du bien, ou en tout cas pour être aussi dithyrambique qu'il y a 9 ans. Aujourd'hui, qui peut encore se satisfaire, et encore, entre guillemets, satisfait de ce qui a été fait depuis 9 ans ? Disons que oui, le bilan se ternit, devient de plus en plus négatif, avec un certain nombre de mesures prises en 2017 qui aujourd'hui montrent des résultats, je dirais, relativement mitigés. Mais au-delà de ça, le péché originel du macronisme, c'est de penser qu'en lâchant un petit peu la bride sur le cou de nos entreprises et en limitant les prélèvements obligatoires, qu'avec la croissance et les rentrées fiscales, ça lui permettre de s'abstenir de réformer l'État au sens large, État, collectivité, sécurité sociale. Or, on voit aujourd'hui que si on ne réforme pas l'État est obèse, l'État, je dirais, ampute le pouvoir d'achat des salariés, entre ce que verse l'employeur, ce que touche en aide de salariés, les marges de nos petites et moyennes entreprises qui ne peuvent pas optimiser comme les grands groupes, et puis même les agents publics sur le terrain, si vous voulez. On est champion du monde de la dépense publique, on a 2 fois moins de magistrats, par exemple, pour 100 000 habitants que la moyenne européenne. Et donc voilà, on arrive finalement, le taux de prélèvement obligatoire n'a pas diminué, donc l'IS a diminué, mais les impôts de production n'ont pas beaucoup diminué, le versement transport, qu'on appelle maintenant versement mobilité, a tendance à augmenter. Donc finalement, tant qu'on ne réforme pas l'État, c'est une équation à somme nulle finalement. Et ça ne se réformera pas en une année. Je pense que là, c'est trop tard pour son double mandat. Par contre, il y a quelque chose qui va peut-être rester, Véronique Reissout, je me tourne vers vous, c'est l'image qu'il va laisser. Parce que quand on prend tout son parcours à la tête de l'État et ses politiques emploi, ça a commencé, donc on y reviendra, les ordonnances Macron, le barème Macron au prud'homme qui a changé. Il y a eu d'autres mesures qui semblaient quand même plus favorables, en tout cas qui allaient plus favoriser les employeurs par rapport aux salariés. Je pense aux durées d'indemnisation, Pôle emploi, France Travail maintenant, qui baissent. Sur les réseaux sociaux, j'imagine un peu la réponse de la part des salariés, mais il est perçu comment, Emmanuel Macron ? Quelqu'un qui a cassé le droit du travail ou pas ? Si on se dit que la visibilité est un signe d'inquiétude, en tout cas sur le sujet de l'emploi, on va dire qu'au début du premier quinquennat, l'emploi était une vraie préoccupation. Il y avait des volumes assez importants, il y avait beaucoup de gens qui se posaient des questions, que ce soit les employeurs ou les employés. Et puis petit à petit, ça a diminué, voire même, ça n'était plus une préoccupation dans les sondages et dans l'ensemble des enquêtes d'opinion qu'il peut y avoir ou d'observation de l'expression de l'opinion. Dans le fond, l'emploi n'était plus fondamentalement un sujet d'inquiétude, c'était plus cristallisé sur 2 catégories qui étaient les jeunes et les seniors, mais globalement, l'emploi n'était pas un sujet
de grande inquiétude, même si c'est une préoccupation quotidienne. Et puis, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y avait aussi, depuis 2 ans, une montée d'une inquiétude qui n'est pas liée au gouvernement, qui est l'arrivée de l'intelligence artificielle et les inquiétudes qu'il peut y avoir. Voilà, des menaces sur l'emploi. Donc on voit bien que c'était quelque chose qui, dans le fond, avait fini par se décorréler de la réalité d'un gouvernement, mais plus d'un sujet de fond sur les jeunes, leur place, l'emploi des seniors, lié bien sûr au sujet des retraites. Donc quelque chose qui s'était un peu éloigné. Le pouvoir d'achat aussi, je pense, lié aussi. Le pouvoir d'achat, bien sûr, mais il n'est pas forcément toujours lié à l'emploi. Enfin, il ne l'était pas à ce moment-là. C'est plus le logement qui est un sujet. Et puis, depuis 1 an, on voit que ça remonte beaucoup plus fortement. C'est un sujet d'inquiétude beaucoup plus important. On voit que les volumes recommencent à être importants. Bien sûr, on parle toujours des seniors et des jeunes, en particulier de l'apprentissage, on pourra y revenir, mais ça devient quelque chose de plus récurrent sur l'ensemble de la population, avec beaucoup de questions sur la précarité, les types d'emplois, en disant... Oui, il y a emploi, mais ce n'est pas toujours des emplois si rémunérateurs et si pérennes. Beaucoup de questions sur le manque de visibilité et l'impression que les choses fluctuent. Et là, de nouveau, comme il y a au début du quinquennat, se rejoignent les employés et les employeurs. Dans le fond, le sentiment que tout ça est un peu flou. Et donc... peut-être une réforme de l'État est-elle nécessaire, mais ce n'est pas forcément ça qu'ils voient. Ils se disent, ils aimeraient bien avoir le sentiment qu'on ait une vision un peu plus claire et que l'instabilité, cette fois-ci, ça rejoint le sujet du gouvernement, qui est l'instabilité politique, est parfois vue comme la cause d'une sorte de tous les problèmes, donc celui-ci, évidemment. Donc on comprend bien que ce n'est pas forcément perçu comme la faute d'un homme ou d'un gouvernement, d'une équipe. Ça sera peut-être à terme, mais pour le moment, ce n'est pas forcément... Malgré tout, si on fait un pré-bilan, Emmanuel Barbara, qu'est-ce qui restera de tout ce que la Macronie a essayé de mettre en place en termes de politique emploi? Qu'est-ce qui va pouvoir rester après 2027? Qu'est-ce qui est pérenne? Alors, pérenne avec les soubresauts qu'on vient d'indiquer. C'est cette idée qui, je crois, est très juste et qui s'est traduite au départ par une loi de 2018 sur la maîtrise des carrières professionnelles et la volonté de pouvoir donner les moyens aux personnes de pouvoir agir sur la dite carrière professionnelle désormais fractionnée, puisqu'on a intégré, dans le fond, l'idée que le new normal, c'est l'incertitude et l'instabilité. Ça, je pense que c'est bien acquis. Et de pouvoir se former toute sa carrière. Voilà. C'est-à-dire qu'on avait posé comme principe que le carburant du siècle était la formation tout le temps. Je ne veux pas dire continue parce que c'est un mot qu'on a mais à chaque étape de la carrière, jusqu'à la gare, on ne tient plus debout. Donc voilà, la formation tout le temps et la prise en main par... et donc l'outil qui avait été inventé, qui en plus épouse les contours du siècle, c'est-à-dire qui épouse l'individualisation à l'œuvre. Et les 10 dernières années, c'est la traduction de cette poussée extrêmement forte de ce que individu veut dire. D'une part, en raison des réseaux sociaux, de l'Internet, enfin, je veux parler des choses modernes, je parle de votre outil, là, voilà, assorti de l'idée que je peux customiser toute ma vie depuis la consommation au travail. Eh bien, dans ce cadre-là, la formation au travers d'un compte personnel, et c'est cette idée d'individualisation extrême des droits et de la portabilité des droits, je pense que ce sont 2 intuitions qui seront, à mon avis, une sorte de testament de l'approche qui était celle de... comme vous l'avez dit, c'est l'intuition, c'est-à-dire l'intuition qu'il faut en fait augmenter les personnes face à l'instabilité du monde, et plutôt que, en effet, de se tourner vers cette idée de la flexibilité ou la sécurisation de l'emploi, c'est la sécurisation de l'individu. Le problème, c'est qu'il faut avoir les moyens, et pour ça, probablement, réformer la protection dévolue par notre État social, qui, lui, s'appelle un État-providence au bout du rouleau, et cet État-providence, aujourd'hui, n'est plus capable d'assurer le produit qu'il assurait au XXe siècle, même finissant, au motif qu'aujourd'hui, l'équation se pose autrement, et donc pose des nouveaux rapports de force et des nouveaux souhaits, des nouvelles nécessités, des nouvelles protections en quelque sorte, qui ne sont pas les mêmes que les anciennes. Bref, tout ça pour dire que cette intuition est juste, que la poursuite de l'individualisation au travers de comptes personnels et d'une portabilité des droits, de tous les droits, d'un statut à un autre, d'un emploi à un autre, est probablement le fil rouge finalement des années que nous allons connaître. Et de cela, il faut l'avoir remercié, d'y avoir pensé, de l'avoir mis en place. Mais évidemment, c'est pas parfait, ça fonctionne pas bien, et notamment à l'aune d'aujourd'hui. Patrice, suivant là on parlait du CPF, pour parler concrètement, et Marie-Lise Léon, donc de la CFDT, avait critiqué les coups de rabot, les réajustements, en critiquant
le principe d'une réflexion budgétaire sur ce sujet-là de la formation, mais dans le contexte actuel, notamment le contexte international aussi qui impacte beaucoup ce qui se passe en France, est-ce que le président, son ministre, ses équipes avaient d'autres options que réfléchir de manière budgétaire, plus particulièrement par exemple sur le CPF, mais on pourrait parler aussi d'autres sujets emploi? Tout à fait. Alors je souscris avec ce qui a été dit. C'est vrai que la réforme de la formation professionnelle, qui n'est pas à mettre uniquement au crédit d'Emmanuel Macron. C'est la réforme de 2014 sous François Hollande, mais c'est vrai que la simplicité d'utilisation avec mon compte formation, etc., a vraiment fortement augmenté le recours à la formation. Donc rappelons-nous ce qu'était la formation professionnelle avant 2014. C'est-à-dire que c'était à la main de l'employeur, et là on a multiplié. Ça a eu l'avantage déjà de responsabiliser les gens. On responsabilise les actifs. Alors après, je ne suis pas adepte du coup de rabot, néanmoins, il y avait quand même un peu d'effet d'aubaine quand on voit, je dirais, sans critères au départ, le financement du permis de conduire. On peut se poser des questions. Sachant que l'ambition de cette réforme, c'est à la fois de responsabiliser les actifs, mais aussi d'éviter de financer des formations, on va dire, un peu baroques parfois, avec des critères de qualité. Voilà, il y a quand même des critères de qualité. Il y a quand même des variantes, c'est-à-dire qu'un demandeur d'emploi, je crois, peut encore financer en grande partie son permis de conduire. Tout à fait, parce qu'il y a eu des ajustements, et je pense qu'on peut, alors plutôt que faire le coup de rabot, c'est un peu ce qu'avaient proposé les organisations patronales, c'est qu'il y ait un reste à charge si la formation que vous sollicitez n'est pas validée par votre employeur. Ça paraît de bonne loi qu'il y ait un reste à charge, peut-être pas très très important, mais pour, une fois de plus, responsabiliser les acteurs, et donc en l'occurrence les actifs. Même si le reste à charge, 150 €, pour certains actifs, c'est une énorme somme. Oui, alors après, on reste à décider effectivement du montant de ce reste à charge. Du cas par cas, parce que des tiers peuvent aussi compléter un financement de formation. Véronique Reilsout, là, il y a des négociations qui sont ouvertes, et pas forcément très facilement, entre les partenaires sociaux sur les contrats courts, parce qu'il y avait eu une volonté de moins faire recourir les entreprises, enfin en tout cas de les inciter à moins recourir aux contrats courts, favoriser le CDI. Il y a Antoine Fouché dans une interview récente qui dit oui, mais en fait les contrats courts, c'est pas que les entreprises qui les plébiscitent, c'est aussi certains salariés. Sur les indicateurs qu'on a, qu'est-ce que les salariés disent, qu'est-ce que les actifs disent sur cette manière d'organiser leur carrière et de plus forcément vouloir d'un CDI et de se dire enchaîner des missions courtes, c'est pas si mal. Après, les grands professionnels du sujet de l'emploi me contrediront sans doute pas. Quand on dit emploi, il y a emploi avec un S. C'est-à-dire que vous avez des réalités très, très différentes selon les typologies de travail, les âges. Niveau de qualification. C'est vraiment très variable. Donc, évidemment, on a un poncif qui est de dire les jeunes n'aiment pas s'engager, ils ont l'attente. C'est pas si vrai que ça non plus. C'est une réalité, ça dépend du type de travail, ça dépend de la pénibilité, ça dépend de la complexité du secteur dans lequel vous êtes. Bien sûr, quand vous êtes dans un secteur où il y a le plein d'emploi, ou en tout cas, il y a énormément d'offres. C'est quand vous maîtrisez votre retour à l'emploi. Exactement. Donc, en fait, c'est plus un sujet à chaque fois lié à la visibilité que vous pouvez avoir sur votre carrière. Donc, un contrat court, si vous avez le sentiment que, quoi qu'il arrive, vous trouverez facilement du travail derrière, voire même vous pourrez renégocier un peu mieux sur le contrat suivant. Donc, vous êtes facilement sa rupture conventionnelle. Exactement. Alors que, évidemment, il y a des emplois qui sont beaucoup plus compliqués, et ça n'est pas que lié à l'âge. Il y a des secteurs qui sont plus bouchés, il y a des secteurs où ça demande une adaptation et une formation. On ne va pas utiliser le terme usé jusqu'à la corde, mais on va dire une adaptation constante. Et bien là, évidemment, les sujets de contrat court sont un peu plus compliqués, parce que vous aimeriez que votre employeur vous accompagne, vous aimeriez une évolution de votre poste. Et puis, je reviens sur le sujet de l'IA, qui est quand même récurrent dans les angoisses que les uns et les autres peuvent avoir. Et puis ensuite, il y a le sujet de la qualité des formations aussi. Beaucoup se retrouvent face à quelque chose qui est OK, admettons que j'ai les moyens, que j'ai un employeur qui me l'offre, ou que j'ai des subventions. Quelle est la bonne formation? Où est-ce qu'il faut que j'aille? Il y a des surpromesses parfois un peu compliquées. Chez les organismes de formation aussi. Ouais, et on va dire que quand je dis surpromesses un peu compliquées, c'est pour rester bien élevé. Et donc, vous avez des employés qui souvent sont extrêmement démunis. Donc, on ramène ça à la durée d'un contrat et à la typologie d'un contrat. En fait, c'est des chemins de vie, des parcours d'emploi qui sont de plus en plus compliqués. Et une volonté pour ceux qui le peuvent de maîtriser aussi son temps passé à travailler ou à faire autre chose. Alors, on a beaucoup parlé de réduction du coût du travail, des contrats, et on n'a peut-être pas pensé à certains sujets qui sont un petit peu externes, les bons de commande des entreprises. Il y a une semaine, Olivier Loancy du CNAM, en fait, nous parlait de la commande publique, et je vous propose d'écouter ce qu'il disait
Et l'une des premières clés, encore une fois, pour réindustrialiser, on peut aider des entreprises, c'est bien, on peut accompagner des formations, on ne le fait pas assez, mais il faut des commandes. On ne produit pas pour produire, on produit pour vendre. Et quand on a une commande publique comme celle de la France, où on a à peu près 60% dans la commande publique de biens qui sont des biens importés, que l'Italie et l'Allemagne, qui sont nos voisins, qui ont les mêmes directives européennes que nôtres, eux, ils sont à 40%. La différence, c'est 15 milliards d'euros pour les entreprises françaises. C'est, dans la situation actuelle, 15 milliards de commandes supplémentaires qui nous tendent les bras. Patrice, oui, bon, je vais me tourner vers vous parce que je pense que ça, c'est un sujet qui vous plaît. Mais bon, l'évaluation de l'argent, de la somme, ça, c'est propre donc à Olivier Luancy. Malgré tout, quand on pense aux économies qui vont être générées par les coups de rabot actuels, on tourne à 2-3 milliards annuels dans le meilleur des cas. Lui parle de 15 milliards d'euros qui pourraient rentrer dans les caisses des entreprises si on fait un petit effort pour favoriser des entreprises françaises sur certains produits de la commande publique. Est-ce que vous y croyez et surtout comment on peut mettre ça en place? Parce que ça ne se décrète pas du jour au lendemain, ça, d'avoir 20% de produits français en plus dans la commande publique. Il faut qu'on arrête d'avoir une logique comptable au niveau de la commande publique, sachant qu'à vouloir toujours regarder le moins 10 ans... Et le coût facial. Voilà, le coût facial. Et effectivement, on peut faire quelques économies à court terme, mais après, c'est toute la machine économique française qui n'est pas valorisée et toutes les externalités positives qu'il y a derrière en termes de croissance, en termes d'emploi, en termes de pouvoir d'achat. Donc, je pense que le patriotisme économique, en tout cas un rapport qualité-prix équivalent de privilégier des entreprises françaises, oui, c'est vertueux. Il y a peut-être un surcoût de 10-15% au départ, mais qui va largement dans une logique keynésienne se retrouver à la fin dans les comptes de la nation. Et sachant que, alors on va me dire, oui, il y a les règles de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, les règles de l'Union européenne. Là, il cite l'exemple de l'Italie et de l'Allemagne qui ont les mêmes règles. Exactement. Donc tout le monde sait qu'avec la commande publique, en mettant les bons critères, on peut faire à peu près ce qu'on veut. J'aurais bien reposé une question à Emmanuel et à Véronique, mais on manque de temps puisque c'est l'heure de rendre l'antenne. Merci beaucoup de m'avoir accompagné sur un sujet qui, en fait, risque de nous occuper encore. Malgré tout, il reste un an, mais il peut se passer quand même quelques petites choses quand même dans la politique emploi du gouvernement. On en reparlera peut-être dans quelques mois. Merci à Émilie qui était en régie, qui m'accompagnait, qui me parlait de mes timings dans l'oreillette. Merci à Pierre-Loup à la réalisation et à Paul au son. Le Tauliard Noardouin sera là en fin de semaine, donc n'oubliez pas de revenir vendredi pour le retrouver dans Smart Job. Et d'ici là, continuez de regarder nos programmes.